Coucou les addicts, je suis tellement contente de vous retrouver. Ça y est, nous y sommes, la saison 8, la dernière, mes derniers décryptages d'Outlander, et rien que de prononcer ces mots, j'ai déjà une petite boule au ventre. Alors, installez-vous confortablement avec moi et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent pour cette ultime aventure. Vous tombiez bien, on commence par le commencement de la saison 8, hein. Et avant de plonger, deux mots tout rapides. Si vous voyez ce décryptage aujourd'hui, c'est en partie grâce aux addicts de ma communauté Patreon, qui l'ont eu en avant-première il y a quelques jours. Je leur fais un petit coucou. Et si vous arrivez tout juste sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est entièrement gratuit. Et c'est comme ça que ces décryptages se font connaître auprès des fans francophones d'Outlander. Alors voilà, maintenant, on y va. Et franchement, ce premier épisode m'a totalement cueilli. Je l'attendais, je l'avais imaginé de 1000 façons, et il a quand même réussi à me surprendre dès sa première seconde. On va prendre le temps, comme d'habitude, mes impressions générales, mon top, mon flop, et puis de grands thèmes, pour aller chercher ce que cet épisode raconte vraiment, au-delà de ce qu'il montre. C'est parti. Commençons par le titre. En version originale, The Soul of a Rebel. J'ai toujours pas amélioré mon accent. Et donc en version française, ça donne une âme rebelle. Et là, vous me connaissez, ça m'agace un peu, parce que comme souvent, je trouve que le choix de la version française passe à côté de quelque chose. En anglais, The Soul of a Rebel a une double lecture qui me plaît beaucoup. Il y a l'idée d'un tempérament rebelle, d'une âme insoumise, bien sûr, mais le mot rebelle, dans le contexte de la guerre d'indépendance américaine, ça désigne aussi très précisément les insurgés, ceux qui se battent contre la couronne britannique. Et ce n'est pas un hasard, hein, c'est exactement le titre du livre que Frank a écrit sur les Écossais en Amérique, ce livre qui va revenir à la toute fin de l'épisode. En français, une âme rebelle, finalement, on ne garde que le caractère, le tempérament, et on perd toute cette dimension historique. C'est vraiment dommage parce que là, pour le coup, le double sens était au cœur de l'épisode. Un petit mot sur la title card parce que vous savez à quel point j'adore les décrypter. Et ici, on voit les mains d'une personne qui frappe sur une machine à écrire. Et ce sont ces frappes qui font apparaître le nom de la scénariste, Sarah H. Oates, et celui du réalisateur, Ian Matisse. Et alors j'ai fait mes petites recherches. La machine à écrire telle qu'on la connaît n'existe pas au XVIIIe siècle. Elle n'arrive vraiment qu'au XIXe. Donc cette image n'est pas littérale, elle est symbolique. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous parle d'écriture, de mémoire, d'histoire couchée sur le papier. Et entre le livre de Frank et l'imprimerie de Fergus, vous allez voir que l'écriture est finalement un peu partout dans l'épisode. Et ce n'est pas anodin. Et puis, petit plaisir, un nouveau générique, chanté cette fois par Annie Lennox. Vous me direz simplement en commentaire ce que vous en pensez. Alors, soyons clairs sur ce qu'est cet épisode. C'est un épisode de fondation, un épisode d'exposition, un épisode qui rassemble, qui réinstalle et qui repositionne tout le monde sur l'échiquier avant la dernière partie. Et ça, en soi, c'est pas vraiment une critique, c'est même un exercice assez redoutable, parce qu'un premier épisode de saison doit rappeler énormément de choses sans donner l'impression de réciter une fiche. Et là, franchement, je trouve que c'est très réussi. L'épisode est fluide, bien écrit, il va droit à l'essentiel, les dialogues restent naturels, même quand ils servent à nous remettre un peu les idées en place. Et moi, je n'ai jamais senti cet effet de remplissage. Et ça, pour un épisode qui a tant d'informations à délivrer, c'est un vrai tour de force d'écriture. Un mot sur la structure, justement, parce qu'elle est très lisible. L'épisode s'ouvre sur un mystère, l'ouverture à froid autour de Face, on va en reparler, mystère qui nous cueille et qui nous installe dans l'enjeu émotionnel. Et puis vient une longue séquence de retrouvailles et de réinstallation, à Savannah d'abord, avec Fergus et Marsali, et puis au Ridge ensuite. Et en parallèle, l'épisode dépose aussi ses intrigues secondaires. William et Lord John, les Cunningham, Laure, Fergus et ses pamphlets. Et le tout converge vers la réunion de famille Fraser, avec le retour de Brianna et Roger et leurs enfants, qui est le cœur émotionnel de l'épisode. Et puis enfin, il se referme sur une révélation finale qui agit comme le véritable moteur dramatique de la saison. Une structure en 5 mouvements, très claire donc, qui passe du mystère à la prophétie. Côté réalisation, j'ai relevé 2 ou 3 jolies choses. D'abord l'usage de plans larges pour embrasser la communauté, nous montrer ce Ridge qui revit, qui grouille de monde. On sent le clan, on sent le foyer. Et puis ensuite, une très belle transition visuelle pour l'arrivée des Mackenzie. C'est amené avec beaucoup d'élégance.
Et cette caméra qui s'attarde longuement sur cette petite poupée aux cheveux rouges de Mandy, dans une lumière un peu éthérée, comme pour nous annoncer une scène irréelle ou impossible. Et puis aussi, au niveau réalisation, j'ai remarqué une photographie un peu plus sombre, un peu plus en clair-obscur que d'habitude, avec beaucoup de lumière qui vient de l'extérieur. Et alors, je ne sais pas si c'est un parti pris pour cette toute dernière saison, mais l'atmosphère est plus grave. Et finalement, je trouve que ça colle bien. Et puis, je garde un détail pour plus tard, mais notez déjà la manière dont la maison des Cunningham est montrée en surplomb, et on y reviendra. Côté décor, le Ridge a pas mal changé pendant l'absence des Fraser. Bien sûr, il y a la nouvelle maison, la nouvelle grande maison reconstruite. Alors assez vite, hein, je me suis quand même demandé comment ils avaient fait pour aller aussi vite. Mais Claire, notre addict Patreon architecte, nous a confirmé qu'une maison en bois telle que celle-ci pouvait tout à fait être construite en 5-6 mois, et surtout s'il y avait pas mal de bras pour aider. Et puis surtout au Ridge, il y a ce nouveau trading post, hein, ce petit comptoir commercial. Et ça donne cet effet de Ridge qui devient une vraie petite communauté structurée avec son économie, puis ses nouveaux venus. Et ça, c'est important pour la suite. Un petit bémol en revanche, et il est revenu souvent dans nos échanges lors de notre visio entre addicts, hein, à la suite de la diffusion, c'est la temporalité. On a quand même du mal à situer le temps écoulé, cette grande maison déjà debout, de nouveaux colons installés, la grossesse de Rachel qui, elle, n'est pas encore terminée, et on a un peu l'impression qu'on nous met devant le fait accompli. Et je crois que ce qui manque, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas lu les romans, c'est peut-être une voix off, hein, celle de Claire, qu'on avait l'habitude d'entendre, parce qu'avant, en quelques mots, eh ben, c'est elle qui nous resituait dans le temps. Et là, on ne l'a plus, et du coup, ben, on flotte un peu. Et un mot sur les costumes, je trouve qu'on amorce un changement de ton pour cette dernière saison, et j'admire vraiment le travail réalisé par la nouvelle costumière en chef. Ce sont peut-être des détails, mais des détails qui participent beaucoup à l'atmosphère. Et un petit mot pour ceux qui écoutent en version française, parce que vous l'avez peut-être remarqué, cette fois c'est bien César Donboy qui double Fergus, hein. Donc c'est l'acteur qui se double lui-même en français, et ce n'était pas le cas dans les saisons précédentes. Je trouve ça plutôt chouette, même si je sais que certains d'entre vous ont eu un peu besoin d'un petit temps d'adaptation. Enfin, mon ressenti global, j'ai adoré les scènes de retrouvailles familiales. C'est vraiment là que bat le cœur d'Outlander, et l'épisode le sait. On sent aussi tout le poids du recentrage après des saisons d'éparpillement, de séparation, de voyage. La saga se rassemble au Ridge pour son dernier acte. Et ça, émotionnellement, ça fait quelque chose. Difficile de choisir dans un épisode aussi dense, mais mon top cette fois, il n'y a pas eu de débat dans mon cœur. C'est la longue scène de l'imprimerie entre Jamie et Fergus. Et je dis bien longue parce que la série lui donne du temps, de l'espace, et c'est tant mieux parce qu'elle peut se lire à plusieurs niveaux. Premier niveau, le lien père-fils, magnifique. Jamie continue d'appeler Fergus mon fils, en français dans le texte, et ce petit détail me bouleverse à chaque fois que je l'entends. Deuxième niveau, c'est celui qui m'a le plus touché, c'est la grande maturité de Fergus. Vous savez combien j'aime ce personnage et combien je l'ai trouvé fragile, malmené par la vie au fil des saisons. Et là, je le découvre, et on le découvre tous, en homme accompli, sûr de lui, maître de son métier, chef de famille, avec sa belle enseigne Fergus Fraser Sons à l'entrée. Il porte le nom Fraser fièrement, publiquement, au grand jour, et j'ai ressenti une vraie fierté. Un peu comme une maman, j'avoue. Et troisième niveau, c'est la dimension politique. Fergus prononce cette phrase superbe. La plume est mon épée, et tout est dit. Il a trouvé son arme à lui, et bien c'est pas le sabre, c'est pas une épée, c'est l'imprimerie. Jamie, inquiet, découvre les doubles fonds dans les murs de l'imprimerie, les pamphlets séditieux qui sont cachés, et il lui fait promettre d'être prudent. Et Fergus lui répond qu'il fait comme Jamie le lui a appris, tenir un journal d'apparence neutre, voire légèrement pro-britannique, pour mieux dissimuler son cœur de rebelle. Et c'est un magnifique passage de relais, exactement comme Jamie faisait à Édimbourg en saison 3, mais ça on y reviendra. Et puis il y a cette réplique qui m'a glacée, hein, au moment de quitter les Fraser. Fergus dit « ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir ». Au revoir, là encore en français. Et mon radar s'est immédiatement allumé, parce que dans les récits, ce type de formulation est très souvent utilisé pour annoncer
une séparation qui est plus définitive qu'il n'y paraît. On en reparle dans les présages, mais retenez bien cette phrase. Avant de vous livrer mon flop, je vais absolument m'arrêter sur une autre scène que j'ai trouvée splendide parce qu'elle mérite mieux qu'une critique. C'est la scène de l'auberge quand Claire et Jamie reviennent après avoir rencontré les marins et que Jamie console Claire. Pourquoi est-ce que cette scène fonctionne aussi bien? Pour 2 raisons selon moi. D'abord parce qu'elle repose entièrement sur l'intimité du couple, pas d'action, pas de spectacle, juste 2 êtres dans une chambre. Et ensuite parce qu'elle choisit d'exprimer la douleur parentale plutôt que le mystère. Claire ne se demande pas seulement comment. Elle imagine la vie possible de cet enfant. Faith a-t-elle eu des repères, des gens pour l'aimer, pour la consoler quand elle en avait besoin? Et ce sont des questions que se pose une mère et elles sont déchirantes. Et c'est au passage une jolie inversion ici, ce n'est pas Claire, la figure forte et rationnelle, mais c'est Jamie qui la console avec des mots d'une infinie tendresse. Et il faut le dire, la scène repose énormément sur l'interprétation de Katrina Balfe, cette émotion contenue, cette grande vulnérabilité, cette manière d'imaginer la vie de sa fille, elle est vraiment tout simplement bouleversante. Et Sam, bien sûr, l'est tout autant, hein. C'est à 2 qu'ils font fonctionner cette scène. Et si je prends un peu de recul, cette scène remplit 3 fonctions précises dans l'épisode. 1, elle ancre l'intrigue Faith dans l'émotion, et pas seulement dans le mystère. Et ça, c'est très important parce que ça nous attache avant même qu'on puisse comprendre toute la dynamique de cette intrigue. 2, elle montre l'impact psychologique sur Claire. Et 3, elle installe le soutien indéfectible de Jamie. Voilà pourquoi, même si l'intrigue elle-même me pose question, cette scène-là, je la trouve magnifique. Et justement, mon flop découle directement de tout ça. Mon flop, c'est la crédulité de Claire et Jamie face à l'idée que Faith ait pu survivre. Comprenez-moi bien, ce n'est pas l'émotion que je critique, hein. On vient de voir à quel point la scène de l'auberge est belle. C'est la vitesse à laquelle nos 2 héros semblent encaisser et accepter cette hypothèse. Parce que quand même, Faith est morte à Paris dans un contexte médical qui nous semble d'une clarté absolue. Comment aurait-elle pu survivre? Comment aurait-elle vécu toute une vie à la même époque qu'eux, sans qu'ils n'en sachent jamais rien? Meryl de Garde, Maître Raymond, aurait-il menti et dans quel but? Enfin, ça fait beaucoup de questions et je trouve que Jamie, surtout, ne remet pas assez en doute cette théorie. Et ça lui ressemble pas tellement. Les lecteurs des romans le savent bien, hein, cette histoire de Faith vivante, elle n'existe pas dans les livres, c'est une invention de la série. Alors, je reste curieuse, à ce stade, hein, après l'épisode 1, parce que les scénaristes nous réservent peut-être une explication brillante, mais à ce stade, si on n'a pas vu les épisodes qui suivent, ce fil narratif me laisse quand même sceptique. Il y a un détail tout simple qui me chiffonne. À aucun moment, Claire et Jamie ne pensent à demander à Fanny le prénom de sa mère, ni même la couleur de ses cheveux. On se souvient que Faith avait un petit reflet roux. Et une seule petite conversation suffirait à étayer ou à démonter toute la théorie. Et cette conversation n'a pas lieu. Alors on me demande d'y croire sans me donner les moyens d'y croire vraiment. Voilà, mon petit caillou dans la chaussure est posé. Et maintenant qu'on a tout ça en tête, entrons dans le cœur du décryptage. Ma première grande impression, c'est que cet épisode est construit comme un miroir tendu vers les débuts de la série. Partout, des échos. Et vous savez que c'est ce que j'adore traquer. Reprenons cette fameuse ouverture à froid qui m'a totalement cueillie. On est dans un hangar à bateau, sombre, tendu, et Claire poignarde cet homme, Vasquez, dans le dos. Et là, 2 choses me sautent aux yeux. D'abord, le geste, cette manière de tuer dans le bas du dos efficacement avec une lame, c'est exactement ce qu'Angus lui avait enseigné dans la saison 1. Je pense que vous vous en souvenez. Et alors, repensez au chemin parcouru. La saison 1, Claire est une étrangère projetée dans un monde brutal qui doit apprendre à survivre, à se défendre. Saison 8, elle agit sans la moindre hésitation. Et ce coup de couteau, c'est toute la transformation de Claire en une image muette. Elle est devenue une fraiseure à part entière. Et puis ça pose quand même une vraie question. Claire, médecin qui a prêté le serment de sauver des vies, est-elle en train de le transgresser, ce serment? Une critique sur un blog anglophone le formulait d'ailleurs très bien. Claire a juré de sauver des vies, mais ce serment vole en éclats dès qu'on touche à ses enfants. Et là, je viens de faire une citation. Et c'est sans doute la clé du personnage. La mère passe avant le médecin. Petit détail d'ailleurs, dans cette scène, Claire porte une coiffe. Et c'est, je crois, la toute première fois de la série qu'on la voit porter une coiffe. C'est un déguisement pour tromper l'ennemi.
Et puis, dans cette scène, il y a le décor lui-même qui nous parle. Ce hangar à bateau, ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça m'a immédiatement renvoyé à la saison 5, au piège tendu aux hommes de Stephen Bonnet, un lieu associé aux opérations clandestines. Autre écho, et celui-là est vraiment très beau. Claire, devant la fenêtre, dans leur chambre, Jamie la regarde et lui dit que sa façon de se tenir là, sous le clair de lune, lui rappelle une autre nuit. La nuit où, à Lallybrook, dans l'épisode 12 de la saison 1, elle lui a dit « Je t'aime » pour la première fois. Ils se remémorent tout ce qu'ils se sont dit ce soir-là, et Jamie va plus loin. Il est presque certain que c'est cette nuit-là que Faith a été conçue, qu'il a senti dans son corps qu'il lui donnait une part de lui-même. C'est d'une beauté, d'une intelligence d'écriture, parce que ça relie directement le mystère de Faith au moment fondateur de leur amour. Et c'est là que je veux m'arrêter une seconde, parce que ce dialogue mémoriel entre le présent et le passé prend un sens particulier. Nous sommes dans la dernière saison, et toute la série là se met à se retourner sur son propre parcours. Angus, Lallybrook, l'imprimerie d'Édimbourg, le hangar de Bonnet. Ces échos ne sont pas de simples clins d'œil de fans, ils nous disent que l'heure du bilan a sonné, que la boucle se referme. Le passé n'est jamais clos chez les Fraser, il revient. Il infuse le présent, il le redessine. Et c'est exactement ce que fait Frank à la toute fin en écrivant l'histoire de Jamie. Mais n'allons pas trop vite. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la transmission, c'est un thème dont je parle régulièrement. Et cet épisode m'a comblée parce qu'elle est absolument partout. On part des personnages, comme toujours. D'abord, une vraie satisfaction, le temps d'écran consacré à William et Lord John. J'étais agréablement surprise parce que ces deux-là installent clairement une intrigue parallèle importante pour la saison. Et William, c'est peut-être le personnage le plus déchiré de l'épisode. Il est en pleine crise identitaire, il en est toujours là, ivre, rongé par la culpabilité après la mort de Jane, en colère contre Richardson. Il ne veut pas rentrer en Angleterre, il ne se sent pas légitime dans son titre de comte, et il songe même à l'abandonner. Et puis il y a cette conversation très forte avec Lord John qui lui dit en substance « Décide qui tu es et qui tu veux être, et puis tu agis en conséquence ». Et j'aime beaucoup là, la dynamique entre John et William dans cette scène. John est à la fois patient et ferme, il ne laisse rien passer. How does one go about renouncing a title? You cannot. You mean I shall not? No, you cannot! Et le moment que j'ai vraiment adoré, c'est quand il rappelle à William que quel que soit le père qu'il se choisisse, ce père-là lui dirait que son comportement est inacceptable. La référence à Jamie ici est assez limpide, et c'est tout le drame magnifique de William. Il est l'héritier de deux pères. Et ce qui est touchant aussi, c'est le rôle quasi paternel de John. Pendant toute la première scène, il tient le petit Trevor, le bébé de son neveu Ben, dans ses bras, avec un naturel désarmant, pendant que William, lui, tient à peine debout. Le contraste est assez saisissant, et puis il en dit long aussi sur l'état de William. Un petit clin d'œil pour les membres du book club d'ailleurs. John prépare une mixture à base d'œufs, exactement le remède qu'on lui administre dans le livre Une affaire privée, qu'on administre à John. Et c'est le roman qu'on vient de lire ensemble au book club sur Patreon. J'ai trouvé ça délicieux. Alors, je ne parle pas de la mixture à l'œuf. Et puis, il y a Marantus, la veuve de ce cousin Ben arrivé au domaine avec le petit Trevor. Alors, je vous avoue que à ce stade, elle ne me paraît pas très nette. Sur Ben, elle n'a que des phrases toutes faites, jamais un vrai souvenir bien à elle. Un mariage très rapide, une lettre annonçant cette union opportunément perdue en chemin. Bref, on la garde à l'œil, on verra ce que la saison en fera, mais quelque chose me dit qu'elle a sa part d'ombre. Un mot sur Fanny, justement parce que c'est elle l'autre enfant blessé de l'épisode. Fanny est complètement vulnérable, totalement traumatisée, et l'actrice est remarquable de justesse dans son interprétation. Cette question de savoir s'il faut lui dire qu'elle est peut-être la petite fille des Fraser, cette décision de la protéger, de porter seule le poids du doute plutôt que de bouleverser une enfant qui a déjà tant souffert, ça dit beaucoup de la manière dont les Fraser ont toujours accueilli et protégé les enfants vulnérables. On pense à Fergus. Et puis il y a Brianna qui prend ici un rôle que je trouve très beau. Quand elle comprend que la révélation entre Jamie et William s'est mal passée, elle dit simplement à Jamie « laisse-lui du temps ». Et c'est lumineux parce qu'elle-même a vécu exactement ce même choc en découvrant Jamie. Elle se pose en médiatrice en voix raisonnable et apaisante, empathique et lucide à la fois. Et on sent que ce rôle va se dessiner pour elle dans la saison. Et le sommet de ce thème pour moi, c'est Brianna qui offre à Jamie le livre de Frank.
Prenons une seconde pour mesurer ce que ça signifie. Jamie reçoit, des mains de sa fille, un livre écrit par l'homme qui l'a élevé. 2 figures paternelles qui se rejoignent symboliquement, par-delà le temps et la mort, et c'est proprement vertigineux. La transmission, enfin, c'est le savoir et la culture qui voyagent dans le temps, les livres que Brianna rapporte du futur, il y a Good Night Moon pour les enfants, et ça c'est un clin d'œil, Claire l'explique bien, puisqu'ils en avaient déjà parlé avec Jamie sur le bateau qui les emmenait vers la Jamaïque. Il y a aussi le manuel Merck pour Claire, et même le Seigneur des Anneaux pour Jamie. Et cette très belle tradition, en marge, on ne parle plus des livres, mais Jamie qui explique à Claire qu'il faut parler aux abeilles, leur annoncer les événements importants de la maison. Dans le tome 9, c'est John Quincy Myers qui apporte la ruche. Ici, c'est Lizzie. Et gardez bien quand même cette histoire d'abeilles en tête, on la retrouve plus tard dans les présages. Et au fond, tout l'épisode pose la même question, de Fanny à William en passant par Jamie. Et cette question, c'est d'où venons-nous et que faisons-nous de ce qu'on nous a transmis? Changeons de registre parce que sous le bonheur des retrouvailles, l'épisode n'oublie jamais que la guerre approche. Et l'image qui cristallise tout ça, c'est cette découverte glaçante de Brianna et Jamie dans la forêt. 2 hommes pendus aux arbres, le front marqué des lettres GR pour George Rex, le roi George. Des loyalistes donc, exécutés probablement par des rebelles. Et cette phrase de Jamie qui tombe, lucide et en même temps terrible, il y a de mauvaises personnes dans les 2 camps. Alors voilà la position morale de Jamie, elle me plaît bien. Il refuse une vision simpliste du conflit. Ni les loyalistes ni les rebelles ne sont entièrement justes ou injustes. La guerre d'indépendance ne sera pas une belle épopée, mais un conflit où les frontières morales se brouillent, comme dans tous les conflits. Et c'est là que Fergus reprend une couleur plus sombre. Son imprimerie, ses pamphlets, c'est noble, mais c'est dangereux. Et il a une famille à protéger désormais. Une vraie bombe à retardement. Et puis, il faut qu'on parle des nouveaux venus, les Cunningham. Le capitaine, d'abord, ancien officier de l'armée britannique, qui a combattu à Saratoga, et donc dans le camp adverse de Jamie, et qui s'est installé au Reach pendant leur absence, finançant même le comptoir de commerce. D'ailleurs, ce comptoir, c'est Hiram Crombie qui le tient. Vous vous souvenez de lui, l'un des pêcheurs du clan Tom Christie en saison 6, celui-là même qui avait voulu faire emprisonner Claire. Et le voilà désormais proche de Cunningham. Donc on a 2 profils peu rassurants qui se rapprochent. Franchement, d'entrée de jeu, ça ne présage rien de bon. On retrouve aussi Amy McCallum, qui ne s'appelle donc plus McCallum, qui est remariée à un ancien compagnon de captivité de Jamie à Hartsmuir. Et je trouve ça plutôt malin, cette façon de réactiver des visages connus plutôt que de nous noyer dans des nouveaux personnages. Parce que dans le livre, Amy n'épouse pas Evan Lindsay, mais quelqu'un d'autre, qui n'est pas apparu dans la série, donc aucun intérêt de le faire revenir. Et puis face à Cunningham, on a Jamie qui est méfiant, bien sûr, et nous aussi. D'autant que tous les 2 affirment un peu trop fort en avoir fini avec l'armée. Et vous savez que dans Outlander, ce genre de réplique appuyée annonce souvent exactement le contraire. Et c'est justement ça qui rend Cunningham intéressant comme antagoniste. Blackjack Randall, lui, il était détesté de tous, y compris de son propre camp. Cunningham, c'est l'inverse, il est apprécié, intégré, il a mis de l'argent dans la communauté, et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'un méchant qu'on aime peut retourner tout un village de l'intérieur. Et petit indice de personnage au passage, il se fait appeler Captain parce qu'il déteste son prénom Charles. Ça en dit déjà long. Bah oui, on pense à Bonnie Prince Charlie qui était pas du côté de la couronne. Et puis regardez bien le visage de Jamie à la seconde où il comprend que Cunningham a servi le roi. Il se fige une fraction de seconde et tout le ton de la scène bascule. Tout le monde répète que la guerre est finie pour eux, mais la guerre, elle, n'a pas vraiment fini avec eux. Et puis tenez, écoutez aussi le thème musical de Cunningham. Il est glaçant. Rien que la musique nous souffle de nous méfier. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans une courte conversation entre Roger et Jamie, Jamie demande à Roger d'essayer d'en apprendre davantage sur Cunningham. Il devine que Cunningham est sans doute presbytérien, comme Roger, et qu'il pourrait donc l'approcher par le biais de la religion. Et cette petite scène entre Jamie et Roger a une double fonction. Elle donne une direction à Roger dans sa nouvelle vie au Ridge. Jamie lui suggère de devenir le pasteur de la communauté. Et puis aussi, elle prépare l'enquête autour de Cunningham. Dans Outlander, rien n'est jamais gratuit. Et Madame Cunningham, alors quel personnage! La première fois qu'on la voit, elle est vêtue de noir des pieds à la tête.
Et ça lui donne une allure de figure inquiétante. À visage fermé, hein, sa première rencontre avec Mandy tourne assez vite au vinaigre. Mandy, un peu insolente, la traite de vieille sorcière noire sur son balai. Au passage, c'est une référence au magicien d'Oz, hein. Il y a la méchante sorcière de l'Ouest. Et c'est proprement, délicieusement insolent. Et c'est aussi très drôle. Madame Cunningham finit par la gifler, mais voilà toute son ambiguïté. Cette même femme, en fait, était venue apporter à Claire l'herbe des jésuites, hein, c'est-à-dire la quinine. Donc Claire a besoin justement pour soigner le paludisme de Lizzie. Donc elle dépose cette pochette par terre, à distance, sans la lui tendre. Brutale et utile à la fois. Donc c'est un personnage à multiples facettes, et pour l'instant impossible de la ranger dans une case. Et c'est franchement très bien écrit. On ne sait pas encore si elle sera une ennemie ou une alliée inattendue. Tiens, et c'est ici que je reviens sur ce petit détail de réalisation que je vous avais promis. La maison des Cunningham, elle est montrée en surplomb. Elle domine le Ridge, en tout cas elle domine le comptoir commercial. Et ça, c'est jamais innocent ce genre de cadrage. Une demeure qui surplombe, qui domine, ça installe visuellement une menace qui plane sur la communauté. Et la mise en scène nous dit, sans un mot, de nous méfier. Et nous arrivons au thème qui, je crois, va structurer toute la saison. En fait, tout converge vers la dernière scène, alors on va prendre le temps de s'y arrêter. Tout au long de l'épisode, le voyage dans le temps réapparaît, discrètement. Mandy est guérie de son problème cardiaque, hein, l'opération du XXe siècle a réussi, c'est un immense soulagement. C'est glissé rapidement dans un dialogue entre Brie et Claire. Et puis il y a aussi cette histoire d'or dans la grotte de l'Espagnol que Rob Cameron connaît désormais. Donc une menace venue du futur. Jamie décide de déplacer l'or. Et donc là on a le présent, le passé, le futur qui ne cessent de se parler finalement dans l'épisode. Et puis surtout on a la scène finale, celle devant la cheminée. Jamie a donc commencé à lire le livre de Frank, L'âme d'un rebelle. Première confidence au passage, il demande à Claire pourquoi elle ne lui a jamais dit que Frank ressemblait tant à Black Jack Randall. Et Claire lui explique avec beaucoup de délicatesse pour ne pas raviver ce traumatisme. Et puis Jamie demande si Frank était un homme digne de confiance. Claire répond oui. Il était honnête, digne de foi. Et c'est là que tout bascule, car dans ce livre, le nom de Jamie Fraser apparaît déjà 14 fois dans ce que Jamie a lu. Et Frank y écrit que Jamie Fraser mourra lors d'une bataille à Kings Mountain d'ici environ 1 an. L'épisode se referme là-dessus, sur le regard affolé de Claire. Et puis pour la petite touche émouvante, on entend brièvement la voix de Frank, Tobias Menzies, qui est crédité au générique de fin, juste pour ce caméo vocal. C'est à défaut, comme l'ont expliqué les producteurs, parce qu'ils n'ont pas pu disposer de l'acteur pour qu'il revienne jouer quelques scènes. Mais c'est une jolie attention que de l'avoir fait revenir, ne serait-ce que par la voix. Is it my face you see looming in the darkness? Mais mesurez un peu le vertige de cette dernière scène. Le livre de Frank relie 2 temporalités. Un homme du XXe siècle écrit l'histoire d'un homme du XVIIIe, et cette histoire annonce sa mort. Alors, la grande question de la saison est posée, et elle est passionnante. L'histoire est-elle déjà écrite, ou peut-on encore la changer? Et c'est au fond la question d'Outlander depuis le tout début. Les voyageurs connaissent l'avenir, mais ils n'ont jamais cessé d'agir pour le modifier. Et puis, il y a aussi une autre lecture, plus troublante encore, et que je veux assumer avec vous. Si Frank a écrit tout ça, c'est que Frank savait. Qu'il savait, du temps où il vivait encore avec Claire, que Jamie Fraser était bel et bien vivant, et qu'il ne le lui a jamais dit. Et ça, c'est une révélation qui rebat les cartes sur tout ce qu'on croyait savoir du personnage de Frank. Et ça ouvre tout un vertige de questions. D'abord, pourquoi Frank n'a-t-il rien dit à Claire de son vivant? On peut lui chercher des excuses, peut-être qu'il était convaincu qu'on ne peut pas changer le cours de l'histoire, peut-être aussi qu'il voulait simplement vivre sa vie. Puis ensuite, il y a un détail qui m'a sauté aux yeux, c'est la dédicace du livre, elle est pour Brianna. Enfin, c'est pas marqué exactement ça, mais c'est ce qu'on comprend. Et ça change tout, parce qu'on peut alors lire cet ouvrage non pas comme une méchanceté, mais comme un avertissement laissé à sa fille, un message pour la prévenir en quelque sorte. Et d'ailleurs, une explication de Diana Gabaldon elle-même circule à ce sujet, et elle n'est pas du tout inintéressante. Certains analystes vont même plus loin et se demandent à demi-mot si la mort de Frank était vraiment un simple accident, vu tout ce qu'il avait fini par découvrir. Alors, je vous laisse avec ce petit frisson, mais une chose est sûre, Frank, même absent, n'a pas fini de peser sur cette histoire.
Avant de conclure, vous savez que j'aime relever les petits présages, hein, ces petits détails qui passent presque inaperçus, mais qui dans Outlander annoncent souvent de grandes choses. Et cet épisode en compte pas mal. J'en ai déjà parlé, il y a la phrase de Fergus, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. But it won't be goodbye. Only au revoir. Couplé à son activité séditieuse, de plus en plus risquée. Il y a la tradition des abeilles. Parler aux abeilles, hein, dans le folklore, c'est intimement lié à l'annonce d'un décès, et ce n'est jamais innocent. Settlers should depart or die. Don't tell the bees they'll take offense and all of them will just fly away. We can't have that then, can we? Il y a cette méfiance immédiate autour de Cunningham, et puis cette maison en surplomb. Il y a l'heure de la grotte qui pourrait finir par attirer des ennuis, et puis il y a évidemment le grand présage, King's Mountain. He says there'll be a battle in about a year's time at a place called King's Mountain. And that James Fraser dies in it. Alors on note tout ça soigneusement, puis on verra au fil de la saison lesquels se réalisent. Pour conclure, j'ai envie d'abord de revenir au titre, pour boucler la boucle. The Soul of a Rebel, une âme rebelle. Et en y réfléchissant, c'est un titre qui parle de presque tout le monde dans cet épisode. Jamie, le rebelle jacobite, devenu rebelle américain. Fergus qui se bat avec sa plume. William qui refuse son titre et cherche désespérément qui il veut être. Et même Brianna qui a fait le choix en pleine conscience de revenir vivre dans ce siècle dangereux par amour pour sa famille. Chacun à sa manière porte en lui cette âme rebelle. Pour moi, l'épisode 1 de cette saison 8 fait exactement ce qu'on attend d'un premier épisode de saison finale. Il rassemble, il recentre toute la saga au Ridge, il dépose ses pièces sur l'échiquier, le mystère de Face, la guerre qui monte, les Cunningham, l'or et toute cette prophétie sur le destin de Jamie. Rien encore tranché bien sûr, et c'est très bien comme ça. On sent que la saison va tourner autour de cette tension magnifique. Peut-on échapper à une histoire déjà écrite ? J'ai hâte et un peu peur aussi, je vous l'avoue. Bon, je connais déjà la suite, vous la connaissez aussi, donc on sait qu'il faut préparer les mouchoirs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti devant cet épisode la première fois que vous l'avez vu. La révélation autour de Face vous a-t-elle convaincu ? Et ce cliffhanger sur King's Mountain, comment vous l'avez vécu ? C'est d'autant plus important pour moi d'avoir votre avis si vous n'êtes pas lecteur, parce que les lecteurs savent. Alors on en parlera ensemble. Et avant de se quitter, vous le savez, produire ces décryptages, revoir les épisodes, les documenter, illustrer mes décryptages, faire le montage, ça me demande énormément de temps, de passion et d'énergie. Si vous voulez soutenir ce travail et aller plus loin ensemble dans l'aventure Outlander, surtout que maintenant elle est terminée, la porte est grande ouverte sur mon Patreon. Les décryptages sont en avant-première, sans les pubs. On a un book club, des visios tous les mois et puis plein de vidéos sous-titrées en français. C'est vraiment ce qui me permet de continuer à faire vivre cette chaîne et de valoriser ces contenus auprès des fans francophones de la série. Et je ne peux pas terminer sans remercier du fond du cœur mes addicts officiels, celles et ceux qui me soutiennent au plus près, et je pense tout particulièrement aux personnes dont les noms défilent là sur le côté. Merci, sans vous rien de tout ça ne serait possible. Et si cette vidéo vous a plu, ne la quittez pas sans avoir appuyé sur le petit pouce. N'hésitez pas à la partager autour de vous, si vous êtes sur les réseaux sociaux, dans des groupes Outlander, partagez. Même sur les groupes anglophones, il y a un sous-titrage qui est disponible pour eux, et même en anglais, un doublage, ça vaut ce qu'il vaut. Mais plus vous partagez, plus YouTube juge que ces décryptages méritent d'être vus, et plus on est nombreux dans la grande communauté des addicts. On se retrouve très bientôt pour le décryptage de l'épisode 2, dans une semaine normalement. En attendant, prenez soin de vous.